Alors, merci beaucoup Anaïs et merci à toutes et à tous pour ce multiplex qui nous a fait voyager à travers la France. Hein. On a vu que nos amis du pôle Revue Grand Ouest, comme ils jouent à domicile, ont eu un arbitrage maison qui leur a permis un peu de temps additionnel. Mais il nous reste tout de même une petite demi-heure pour pouvoir discuter des problèmes qui ont été soulevés. Et de manière, je crois, très intéressante, on a vu émerger dans les structures que vous avez décrites un certain nombre de points communs qui sont bien apparus à l'instant, c'est-à-dire des questions qui regardent l'articulation entre les revues et les ouvrages, des questions qui regardent les problèmes territoriaux, voire les problèmes politiques, hein, qui ont été évoqués à juste raison parce qu'ils sont à l'arrière-plan de nos activités, le sujet de la polyvalence des personnels dans des structures qui sont parfois petites et fragiles, le problème de la mutation technologique qu'on a évoqué au début à travers la science ouverte, à travers la transformation et la montée en puissance, on le voit, d'interlocuteurs qui sont les plateformes, Kern, Open Edition et des systèmes techniques. On a beaucoup parlé de Metop à juste titre de ce point de vue. Donc on rassemble un certain nombre de problématiques, mais en même temps, Astrid et moi, on avait envie, pour lancer un peu le débat, de refaire un tour de table en 1 ou 2 minutes chacune, au moins par site, pour vous demander, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vu la diversité des situations et puis ces problématiques communes, quels seraient pour vous concrètement le ou les deux principaux problèmes auxquels ces mutations et cette complication du paysage éditorial vous confrontent? C'est-à-dire, si vous deviez identifier sur vos sites les difficultés, parce que là, jusqu'à là, on a montré tout ce qui fonctionnait bien, hein, et c'est important. Mais si vous deviez identifier les difficultés, les uns et les autres, qu'est-ce que vous citeriez en problème dans cette liste qui va du politique au territorial en passant par le technologique? Et peut-être on peut alors commencer par le début, enfin par notre parcours en commençant par Clermont-Ferrand. La balle au centre. On revient. Je sais pas qui. Alors, il faudrait qu'il y ait une personne de Clermont-Ferrand. Là, c'est la difficulté quand on est trois dans la même le même pôle. Mais je sais, Sophie ou Oui. Bon, on en discutait un petit peu avec Claude parce que c'est vrai que c'est une question vraiment qui nous préoccupe. Nous, on dirait peut-être, on a vraiment très envie d'accroître plus nos efforts vers la science ouverte. Et ce qui nous freine pour le moment, c'est le manque de moyens humains parce que malgré tout, c'est chronophage de faire tout le travail nécessaire pour pouvoir mettre, alors nous, en ce qui nous concerne, des collections en ligne, par exemple. Donc, on a peu d'externalisation. Donc c'est le principal problème, en tout cas nous, frein qu'on verrait. On voudrait aller vers cette science ouverte beaucoup plus que ça n'est le cas actuellement à Clermont-Ferrand. merci beaucoup. Donc, on a un premier verrou qui est le manque de moyens et moyens humains d'abord pour la science ouverte. Alors, du côté de Dijon-Besançon. Très rapidement, mais Jean-Paul pourra confirmer ou ajouter et infirmer. Mais il y a un gros travail qui nous prend du temps, c'est le travail d'harmonisation des pratiques et de conversion. Et ça, c'est un très gros coût humain parce qu'il faut prendre beaucoup de temps pour discuter. Et ensuite, il y a le second frein, c'est être victime de son succès. C'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup de revues qui reviennent vers nous. Et là, ça, c'est un second coup humain encore. Voilà. Donc, c'est ce que Jean-Paul a évoqué tout à l'heure quand il a parlé vraiment de la charge de travail. Merci beaucoup. Donc, Dijon-Besançon, on voit que revient la question du coût humain. Et alors, est-ce que le Grand Ouest. Alors, vous l'avez vu, on est dans une dynamique. Alors, j'ai envie de dire que pour l'instant, tout va bien d'une certaine manière. Mais en fait, la question, c'est celle de la cohérence politique de cette grande orchestration avec tous ces acteurs-là. Et de là découle effectivement la question de la pérennisation des postes, hein, d'une certaine manière, des moyens qui sont mis et du bon dosage. Donc, je pense que d'un point de vue pratique, on sait très bien comment positionner les différents services. Je crois qu'on en a fait la démonstration. On a un très fort soutien des établissements, mais la question c'est dans la durée en fait, tout simplement, et que cette orchestration continue d'être fluide et cohérente.
Non, mais je pense que c'est très intéressant comme premier tour de table, hein, parce qu'on a eu une lecture analytique des différents sites, mais là émerge quelque chose de très important qu'on a souvent dit, et je pense que Astrid, en tant que responsable au CNRS, reviendra sûrement sur la question. Le problème des mutations de l'édition reste en même temps un problème qui confronte à des problématiques de coût du travail, de précarité, et il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'une partie du mirage numérique chez les gens qui ne travaillent pas dans l'édition, mais qui sont des financeurs ou bien universitaires ou bien du côté des collectivités territoriales, ont une vision dématérialisée du numérique qui dématérialise aussi l'emploi. Or, précisément, nous savons qu'il y a un travail de pédagogie à faire autour de l'idée que le coût de l'édition, c'est pas le papier ou la diffusion principalement, mais c'est le coût du travail, et que le travail que vous accomplissez, que nous accomplissons, est un travail souvent invisibilisé dans ces débats-là. Et que le mettre en avant dans une discussion autour des pépinières de revues, je pense que c'est déjà un premier point essentiel. Mais Astrid, tu vas sans doute rebondir sur le sujet. Une autre toute naturelle, je te remercie pour cette transition, c'est que un pôle éditorial, c'est la convergence de moyens et d'objectifs. Encore faut-il être clair sur les objectifs, des moyens certes, mais pourquoi faire? Alors nous, on avait envie de vous poser une question. Quelle est la formalisation de gouvernance ou conditions préalables à la prise en charge de ces revues? Alors je pense notamment, pour le coup, on va peut-être changer l'ordre, parce qu'à Dijon, vous avez fait un petit tableau synoptique qui est très intéressant, qui est un état de l'art préalable, qui a été fait aussi à Rennes, hein, on va y venir après, mais peut-être commençons par Dijon, Rennes, et puis après Clermont. Est-ce que cet ordre vous convient? Donc, conditions de possibilité et formalisation de la gouvernance. Alors, la formalisation de la gouvernance du pôle ou la formalisation de la gouvernance avec du pôle. Donc nous, on a commencé à écrire justement. D'abord, on est parti d'un état de l'art, c'est-à-dire qu'on a fait une synthèse et une analyse de tout ce qu'on produisait, de tout ce qu'on accompagnait et des moyens qu'on pouvait mettre en face. À partir de là, on a écrit un premier document qui est une espèce de charte interne de conduite pour pouvoir planifier notre travail sur les 3 ans à venir. Et là, on en est à un travail d'écriture de convention pour justement contractualiser les partenariats et faire ce rapport objectif-moyen sur les années à venir. Jean-Paul, vous voulez... Oui, juste un point complémentaire, mais qui est absolument crucial quand on s'adresse à des revues, c'est qu'en fait, de se faire inviter... Ah, pardon. Oui, c'est bon. De se faire inviter à leur comité de rédaction pour essayer d'exposer justement ce qu'on est capable d'apporter, etc. Et il faut le faire individuellement et à chaque fois. Et c'est une démarche qui est importante pour emporter la conviction et surtout montrer les différents enjeux. On passe beaucoup de temps à essayer d'expliciter notre appréhension des problèmes que peuvent poser par exemple les droits, les questions de l'image, etc. Et la manière dont on s'insère dans un dispositif. Parce que des revues sont traditionnellement SHS, elles sont extrêmement indépendantes, elles sont fières de leur indépendance, et c'est tout à fait normal. Mais donc il faut passer par les comités de revue. Enfin, disons, c'est mieux de passer par les comités de revue pour essayer justement d'emporter la conviction. Voilà. Alors c'est très intéressant ce que vous ajoutez, Jean-Paul, parce que c'est aussi en fait envisager la gouvernance par le bas. Pour le coup, ce lien au comité et à ces cénacles scientifiques, on va l'envisager dans une question à venir. Donc peut-être recédons la parole à Rennes et on reviendra sur cette question de la relation intime entre le pôle et les revues, hein, qui n'est pas une relation théorique, mais qui est bien en fait une édition qui se fait par les pieds. Oui, une remarque sur la question précédente, des postes, évidemment, on en manque. Et puis le modèle économique qui assure la viabilité des revues. Ce modèle économique, il est à inventer. Il n'existe pas encore si l'on prend en point de mire l'open access complet. Maintenant, pour les revues les 12 revues, bientôt les 13 revues des presses universitaires de Rennes, les choses se passent de la manière suivante. Chaque revue, comme il a été dit, a son comité de rédaction, sa direction. Nous veillons à ce que cette direction, mais la veille n'est pas très difficile à faire, soit cohérente, compétente, organisée.
Cela suppose, comme il a été dit à l'instant, que le pôle revue et la direction des purs soient en relation extrêmement fluide, extrêmement continue avec les 12 revues. Nous éditons les 12 revues, mais évaluer qui va engendrer, générer, on va dire, grâce à Metop, l'ensemble des numéros, elle n'est pas la secrétaire de rédaction de ces 12 revues. Elle met en page pour le papier et pour le numérique les volumes de l'année. Alors ça suppose effectivement qu'on soit très en contact avec les comités de rédaction. Ça suppose aussi que les comités de rédaction livrent leurs numéros de manière régulière, sans à-coups, sans difficulté. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, mais en fait, là aussi, ça entame sur une question à venir, qui est ce qu'on entend sous le terme d'éditeur. C'est pas du tout la même chose de faire la mise en ligne ou la mise en page de 10 revues et de prendre une revue en charge depuis le fond d'un laboratoire à temps plein. Voilà, quelle réalité du métier, en fait, tout ça concrètement. Tout cela recoupe. Anaïs, peut-être que tu peux nous parler du coup de cette relation, de cette gouvernance et de cet état de l'art que vous avez fait. Alors, au niveau de la gouvernance, ce serait peut-être Nicolas qui... nous, oui, on a fait un état de l'art en 2019, donc quand je suis arrivée. Après, on a donc recensé une 50aine de revues sur nos 2 régions. On a travaillé avec la MSH Ange-Guépin et on est parti sur cette expérimentation de fonctionnement du pôle avec Regozo. Donc, on a travaillé vraiment sur la grille de critères FNSO pour 11 revues, et c'est un peu la grille sur laquelle on va continuer de travailler aussi. On va se baser, je pense, sur la grille des critères Kero, les critères du DORJ. Ça peut être aussi une bonne direction. Et après, sur les critères pour accepter les revues sur la pépinière, c'est différent. Mais je sais pas si c'était ta question. Ici aussi. D'accord. Ah oui, aussi. Alors pour l'acceptation, enfin pour héberger les revues sur la pépinière, on va déjà pas forcément encourager les candidatures de nouvelles revues parce que c'est tellement on essaie vraiment de faire prendre conscience aux porteurs de revues que c'est un travail énorme. Et ensuite, on va donc leur exposer donc ces critères et leur indiquer que c'est une direction à prendre, et voilà, ils vont pas forcément rentrer cocher toutes les cases dès le début, mais voilà, et donc après il y a un système de candidature avec des évaluations, mais ça j'en ai un petit peu parlé, voilà. Alors, je pense qu'on va revenir à ces enjeux plus généraux vers la fin du débat, mais peut-être prendre avant le témoignage de nos collègues de Clermont-Ferrand sur cette même question, hein, à la fois de la gestion de la gouvernance et puis de l'accueil en fait des revues. Oui, effectivement, le comité de pilotage du pollen et la directrice du pollen ont mis en place des procédures rigoureuses. Donc, vous pouvez accéder sur le site du pollen à la charte qualité des revues en open access. Les revues qui souhaitent intégrer la pépinière doivent répondre à l'ensemble des critères de la charte qualité en open access. Et effectivement, pour être éligible au pollen, il faut une nouvelle revue doit également préparer 2 numéros qui sont soumis au comité de pilotage de la revue. Donc, comité de pilotage, je le rappelle, qui rassemble des membres de la gouvernance de l'université et des structures éditoriales de l'université Clermont-Auvergne. Donc, il y a quand même le pollen, justement, ça a été créé pour réglementer l'accès des revues à la pépinière qui obéissent donc à des critères qui doivent obéir à ces critères-là.
Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est des aspects qui sont au cœur de notre débat de ce matin et qui touchent à des choses qui sont parfois un peu difficiles en même temps à partager et à discuter, qui relèvent de l'ordre de la régulation, au fond, de la régulation du paysage des revues. Alors, quand on dit régulation, ça a un côté déplaisant. On voit bien qu'en plus, l'édition scientifique publique n'a pas vocation à être ni réglementée, ni à être traité comme un marché au sens du privé, mais en même temps, on est tous et toutes confrontés à une difficulté qui est celle de la multiplication du type de projets éditoriaux et de la limitation des ressources qui font conjointement qu'on est obligé d'avoir une stratégie, de faire des choix, que il y a un cycle de vie des revues et qu'on voit bien qu'il est beaucoup de revues naissent, peu de revues meurent en réalité parce que très souvent une fois qu'on s'est donné la peine, il y a une forme d'entropie mais qui quand même nous plonge dans une dynamique extrêmement longue et qui fait qu'on a une multiplicité de projets et là aussi je crois que la question de ce cycle des revues et de sa juste gestion est au cœur de nos discussions. Donc là, le modèle diamant finalement vient rendre plus apparent une problématique plus ancienne, mais à laquelle on est toujours un peu réticent de se confronter parce que c'est déplaisant de dire aux gens, ben là votre revue on va la fermer ou là la revue que vous voulez créer on va pas la créer parce qu'on n'a pas les moyens de l'accompagner. Alors pourquoi pas celle-là, pourquoi une autre? On sait bien, on a tous été dans ce genre de phénomène difficile. Alors ça nous amène à ce troisième ensemble de questions qui a déjà largement émergé, qui est au fond le troisième pôle de la discussion. Il y a les pôles éditoriaux et leur structuration, il y a les éditeurs au sens de l'édition universitaire, et puis il y a les chercheurs et les chercheuses réunis dans les comités de rédaction. Et on voit bien que dès qu'on pose en fait la moindre question de structuration, de gouvernance, mode de fonctionnement, on est renvoyé aux chercheurs et aux chercheuses et aux relations avec eux. Alors des relations qui sont très diverses, selon les sites et selon le statut des revues. Et peut-être qu'on pourrait finir un dernier tour de table par ce point avant d'avoir quelques questions dans la salle, c'est-à-dire comment est-ce que vous envisagez, au-delà des chartes, concrètement, comment est-ce que vous envisagez le travail entre vos structures et les équipes scientifiques des revues? Quel est le degré d'intégration? Est-ce qu'il y a des tensions? Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue? Alors, on fait dans quel ordre? Je me demande si on pourrait pas commencer par Clermont, parce que Camille, tu nous avais dit quelque chose de très intéressant lors de la préparation de la table. Oui, effectivement, je me rappelle bien. En fait, on avait évoqué la séparation des services entre les PUPP et le pollen, et j'avais dit que un des avantages, c'est que je participais beaucoup plus profondément à la vie des revues en participant au comité de rédaction de certaines revues. Et ça, c'est très important pour la montée en puissance des revues, pour l'optimisation de la qualité éditoriale, parce que pendant les comités de rédaction, je peux dire, voilà, ça va pas du tout, par exemple, pour telle ou telle revue, par rapport au comité de rédaction, les membres du comité de rédaction appartiennent tous au même laboratoire, c'est pas possible, la revue ne pourra jamais intégrer Open Edition dans ces conditions-là. Donc, il faut qu'il y ait 2/3, 2 personnes, membres du comité de rédaction extérieurs, au laboratoire. Et du coup, grâce à ces remarques, il y a des appels qui sont faits pour que de nouvelles personnes intègrent le comité de rédaction, qui viennent voilà. Et donc, ça me permet vraiment d'améliorer les revues de l'intérieur. Cette descente en rappel que tu décris, je crois que Daniel l'a bien vécu également. Alors, si on peut faire des réponses un tout petit peu courtes pour qu'on puisse vous poser une salve de questions encore intéressantes qu'on a, et il nous reste très peu de temps. De manière très concise, outre la gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que on est resté très sur le pôle, à la pépinière du pôle, donc Préau, on a aussi mis en place une procédure d'évaluation des contenus. Ce qui veut dire qu'on fait des choix. On se concentre actuellement plutôt sur des transitions que sur des créations. On garde un équilibre en fait entre création de nouveaux contenus en fonction d'un objet, d'une ligne, et puis transition des contenus existants. Mais je voudrais prendre l'exemple, et je pense que c'est celui auquel Jean-Paul pense, de la collaboration et du lien qu'on peut avoir avec les comités de rédaction d'une nouvelle revue qu'on a créée
qui s'appelle Football et qui est une revue qui a été créée par les presses universitaires de Franche-Comté et la Pépinière Préau, et où justement l'objectif c'était que aucun acteur ne travaille tout seul. C'est-à-dire que quand une nouvelle revue vient nous voir, on cherche automatiquement à impliquer l'intégralité du pôle en clarifiant les rôles. C'est-à-dire que nous, on veut avoir des presses universitaires qui vont jouer le rôle d'éditeur. On veut ensuite que la pépinière soit impliquée à sa juste place de diffusion et hébergement des contenus éditoriaux, et après avoir un accompagnement global des contenus. Et cette revue-là est intéressante à mon avis parce que on a réussi à la faire naître immédiatement au format imprimé et numérique ouvert. Ça ne faisait pas l'unanimité au sein du comité de rédaction. On a eu des grandes discussions, on a eu des oppositions parfois, et pourtant on a fait naître le projet. Un an après, on est invité. L'ensemble du pôle est invité dans le comité de rédaction, c'est-à-dire pas simplement la personne, l'agent qui est en charge de la mise en forme et de la gestion des contenus, mais aussi le directeur des PUFC qui vient faire l'introduction, la pépinière qui vient faire une analyse de la première année et qui donne justement à voir tout ce qui a été fait et les effets de nos différentes actions. Et plus généralement, on fait aussi un point sur la diffusion-distribution. Et ça, c'est vraiment très apprécié par nos comités. À l'heure actuelle, ils sont même en demande maintenant. Je crois que c'est un exemple très parlant, Football, qui resitue bien l'ensemble des acteurs à leur juste place. La pépinière n'est pas un éditeur, elle est bien structure d'hébergement. Et voilà, là, Football, c'est un très bon exemple de création où chaque interlocuteur a une place à jouer. Et au pôle Grand Ouest, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce sujet? Oui, non, mais c'est vraiment effectivement très important d'accompagner les comités sur le long terme. Et que ce soit des revues qui soient sur la pépinière ou même ailleurs. Moi, je pense notamment à la revue La Bretagne linguistique, qui est une revue. Donc nous, c'est la MSHB Bretagne. On est amené régulièrement à se déplacer à Brest pour rencontrer les équipes des revues qui sont basées là-bas. Donc voilà, on a pas mal accompagné, notamment donc la Bretagne linguistique dans le cadre de Régozo, mais aussi Arémorica pour son passage sur Percé. Et on est aussi beaucoup en lien avec les comités, notamment lors de le montage d'une revue. C'est hyper important qu'on les suive. Et souvent, ils sont très reconnaissants de tous les conseils qu'on peut leur donner. Et de ce qu'on peut leur proposer aussi, c'est à chaque fois une plus-value, quoi. Oui, merci. Et ça, je pense, là, je me place plutôt du point de vue de l'ancien directeur de revue et de l'enseignant-chercheur, que c'est une mutation fondamentale qu'on pointe ici et qui est essentielle et qui relève en partie de la pédagogie, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler un rapport de force. C'est-à-dire que dans le système traditionnel des revues, beaucoup de postes de secrétaires d'édition, de rédaction ont été placés dans les laboratoires historiquement, dans les années 70, dans les années 80. Ça a complètement changé aujourd'hui. Et ce changement, il faut aussi l'accompagner d'un discours pour que les chercheurs et les chercheuses en mesurent toutes les conséquences. Alors, ils en voient en partie des conséquences qui sont souvent interprétées négativement, parce que ça sort des personnels, des UMR, des laboratoires avec lesquels ils avaient des formes de familiarité. Mais d'un autre côté, à la fois, je pense que ça professionnalise et ça organise autrement la production. Et puis, ça crée des interlocuteurs qui sont pas juste des individus, mais des groupes institutionnels, alors que ce soit les pépinières, les MSH, les pôles éditoriaux, les éditeurs universitaires. Et donc, ça permet aussi d'acculturer en retour les chercheuses et les chercheurs au travail éditorial et de pas considérer juste qu'il y a quelqu'un au bout de la table qui est là parfois pour faire les cafés ou pour faire les photocopies. Donc, non, mais je rigole un peu, mais c'est très important. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants chercheurs et d'enseignantes chercheuses qui ont besoin d'être acculturés aux nouvelles problématiques de l'édition, et que de ce point de vue-là, les institutions dont on parle peuvent être des ressources pour porter ce type de message. Alors, on a vu ici toute une série de problèmes. Il est déjà bien presque midi, mais on a un peu de marge pour déborder légèrement. C'est peut-être le moment d'avoir justement une discussion avec l'ensemble de la salle et de prendre les questions de celles et ceux qui voudraient réagir, intervenir, apporter d'autres témoignages ou éventuellement compléter, contester. Pour reposer une question, alors s'il n'y a pas de questions dans la salle, moi
j'ai quand même une question qui me taraude, parce que nous avons 2 éditrices avec nous autour de cette table, qui sont d'un profil que je qualifierais de pépiniériste. Alors, vous n'êtes plus rattaché à une revue comme c'était le cas dans l'ancien temps, hein, au fond d'un laboratoire, je m'occupe de la revue truc du laboratoire, voilà, je ne fais qu'une revue. Je suis une éditrice dans une MSH, pour autant, j'en prends 10 en charge. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? Camille, toi qui as travaillé en presse universitaire, Anaïs, toi qui as travaillé dans une autre MSH et aussi dans d'autres structures, quels sont les avantages, inconvénients? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'éditrice? Voilà, c'était un peu la question que j'avais envie de vous poser sur ces profils pépiniéristes. Pour ma part, le petit désavantage, c'est que ça peut me manquer quand même, la relecture-correction. C'est vrai que j'en fais plus, je suis plus une revue comme j'ai pu le faire auparavant et j'aimais bien ça. Après, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et d'avoir une vision plus large de l'édition, de l'accompagnement en revue. J'ai découvert le référencement. Voilà, Alors toi, Camille, je crois que tu relis encore un petit peu, hein. Il y a quelques revues que tu relis, comme Daniel, et d'autres où tu ne relis pas. Donc peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi tu en lis certaines, d'autres pas. Oui, en fait, c'est les revues qui ont besoin ou pas d'autonomie ou de prise en charge. C'est-à-dire que certaines revues souhaitent être prises en charge, vraiment bénéficier du service de secrétariat d'édition, donc du suivi de l'expertise à la mise en ligne. Et donc, j'effectue ce service pour 4 revues. Alors, bon, heureusement, ce sont toutes des revues qui sont très intéressantes et donc c'est vraiment un très grand plaisir de réaliser ce travail pour ces revues. Après, voilà, il y a d'autres revues qui souhaitent, elles, être autonomes. Et pour ces revues qui souhaitent être autonomes, là, j'effectue un travail de formation initiale pour un personnel qui va prendre en charge l'édition de la revue. Et donc de formation et après de suivi. C'est-à-dire que voilà, une fois que la personne est formée, il faut quand même suivre, regarder ce qui est fait pour justement que la revue reste de qualité. Parce que les revues que tu n'édites pas, ils ont quand même des éditeurs ou des éditrices. Il y a quand même des gens, les revues que tu n'édites pas, non. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Il y a par exemple, pour donner un exemple, pour la revue du centre Michel de l'Hospital, il y a un personnel du laboratoire qui prend en charge donc l'édition de cette revue. Et donc, j'ai formé à Meetup et à l'Odel, et qui donc prend en charge l'édition de cette revue. Et puis voilà. Et puis pour d'autres revues, par exemple les revues OJS, dont j'ai tout récemment, dont je m'occupe depuis tout récemment, ce sont des enseignants-chercheurs qui prennent en charge l'édition de la revue. Alors là, effectivement, voilà, parce que et qui ont juste besoin d'un support technique pour les revues OJS. Bon, alors voilà, donc ça fonctionne comme ça depuis pas mal d'années, parce qu'avant c'était la bibliothèque numérique qui assurait ce rôle de support technique, et donc oui, voilà, bien sûr, oui, effectivement, OJS, donc c'est l'acronyme de Open Journal System. Et donc voilà, hein, c'est le logiciel qui permet d'assurer le suivi du flux éditorial, le suivi des soumissions et également la publication des revues. Il y a des pépinières ici qui utilisent OJS et qui ont fait une utilisation formidable d'OJS. Donc, par exemple, je regarde dans la direction de Jérôme Poumera, dans la pépinière de Bordeaux. Je pense que on peut dire peut-être un modèle du genre. Nous avons 3 revues sur OJS. Avec voilà l'édition de PDF, donc c'est pas encore idéal, parce qu'effectivement pour que ça soit idéal il faudrait qu'il y ait le texte intégral en ligne, voilà, à la manière de Bordeaux. Mais voilà, donc en fait on prend en charge ces revues OJS, et les enseignants chercheurs voilà souhaitent vraiment être autonomes, donc bon bah
Donc, on leur garantit un support technique. Merci. Non, je posais la question parce que c'est important de vérifier. Enfin, le degré d'autonomie, mais en même temps la capacité d'autonomie des enseignants-chercheurs, tout de même à. Non, mais je le dis autant que j'en suis, mais disons que il faut rappeler, y compris aux collègues, que éditeur-éditrice, c'est aussi un métier et que la question du travail sur le texte ici a une importance. Mais Anaïs souhaitait ajouter un mot et puis après j'ai Cécilia dans la salle. Non, c'était juste pour compléter sur le travail de pépiniériste, hein, et pas seulement parce que, en fait, c'est vraiment de la coordination de pôle et c'est être tous les jours en lien avec les équipes des revues, tous les gens qui travaillent justement dans toutes les structures partenaires auprès des revues, voilà, les infrastructures nationales, les réseaux, etc. Donc c'est beaucoup de la coordination finalement. Alors on a une autre expérience. Oui, bonjour. J'avais pas compris que c'était le moment où on pouvait rebondir avec vous. Donc oui, pour un retour d'expérience, effectivement, on est plus. Présente-toi. Oui, Cécilia Montero, donc MSH Paris Nord, responsable du pôle éditorial et éditrice, enfin secrétaire de rédaction d'une revue. À profil pépiniériste, effectivement, c'était vraiment mon contexte de travail. Et alors, je suis pas sûre d'avoir compris toute la question, mais moi, je dirais qu'il y a un peu deux niveaux sur lesquels je peux faire part d'une expérience. D'une part, sur le profil métier, je trouve que ça crée effectivement des profils intéressants parce qu'il y a toute cette part d'incubation, de politique éditoriale, de coordination dont parlait à l'instant Anaïs, qui fait qu'on prend du recul en fait sur notre travail et ça nous permet une respiration avec un travail qui est parfois assez rébarbatif sur les textes. Mais par ailleurs, je dirais qu'il y a aussi une autre tentation, enfin autre chose, c'est le besoin de l'attachement à la revue, c'est-à-dire de ne pas se retrouver non plus déshumanisé dans le process du pôle ou de la pépinière, à se dire je vais faire toutes les bibliographies de 10 revues. On a besoin de continuer de se sentir appartenir à une revue avec son identité. Et du coup, c'est un peu ce paradoxe qui est parfois difficile à tenir, mais qui structure l'organisation du travail en pépinière de revue. Merci beaucoup. Thomas, présente-toi aussi. J'en profite parce que le micro est à côté. Donc Thomas Dousseau, je suis coordinateur de Pépinor à la MSH aussi Paris Nord. C'est une question assez complexe parce qu'en fait il y a plein de cas différents en fonction des pépinières, en fonction des revues, de l'histoire de la pépinière. Par exemple à Pépinor, il arrive parfois qu'on ait besoin de reclarifier un peu notre rôle auprès des secrétaires de ces revues. Parce que on est en même temps, enfin dans notre cas, éditeur sur des revues et on a ce rôle auprès de la pépinière. Donc il peut y avoir une confusion avec ces secrétaires, avec les équipes des revues sur ce qu'on est amené à faire. Et on est aussi parfois de notre côté tenté de mettre, enfin c'est un peu notre rôle aussi, mais de mettre notre nez dans les revues, dans leur fonctionnement, de conseiller, voilà, d'être de un peu trop s'investir et du coup de donner de faux espoirs en fait à ses secrétaires. Voilà un petit peu l'expérience que j'en ai eue récemment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres expériences, remarques, questions? Oui, parce qu'on va bientôt arriver au terme de nos prolongations. Jérôme Poumerol, Open Journals. Moi j'ai une question sur pour tous les intervenants sur cette question du demain, en fait. On voit que la science ouverte s'accroît, les besoins apparaissent. Donc, si on regarde, je veux dire, on peut regarder la carte et le territoire pour reprendre un titre bien connu, mais la carte, elle commence à être bien couverte au niveau national entre les pépinières, les pôles. En revanche, le territoire reste encore à explorer et je pense notamment aux thématiques sciences techniques, sciences de la vie, de la santé. Voilà. Donc, comment pouvons-nous envisager ou imaginer que les pôles et pépinières actuels, très majoritairement SHS, soient en capacité d'accompagner peut-être demain des revues d'orientation plutôt sciences et techniques ou sciences de la vie, de la santé? Oui, alors moi je peux peut-être rebondir sur cette question sans pour autant que l'ensemble des interlocuteurs se sentent floués. Vous prenez le micro après moi sans problème. Il y a environ 2000 revues de SHS en France.
si on devait mettre un ETPT derrière ou même un demi-ETPT derrière chacune de ces 2000 revues, ce serait déjà très compliqué. La question des pépinières, initialement, historiquement, elle est quand même au fondement dans les MSH, qui sont interdisciplinaires, certes, mais qui ont majoritairement embarqué des CMS LODEL. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de mutation qui est en jeu. Pour autant, avec 2000 revues SFHS, je vois pas comment, avec la couverture nationale qu'on a, on pourrait absorber plus. En fait, ça me paraît complètement déraisonnable. Donc, il y a d'autres moyens à dégager sous d'autres formes. Actuellement, la couverture est large, comme tu le dis. Pour autant, on voit bien un manque de force vive. Camille ne relie pas tout. À Dijon, Daniel, tu peux pas relire toutes les revues. Les fonctions de production de revues sont déjà pas couvertes. Et il y a aussi la question de la régulation. Est-ce que toutes méritent finalement, hein, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est un bien? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir la pépinière comme une future champignonnière? Moi, je me pose sincèrement la question. Jean-Paul, vous vouliez réagir, je crois. Oui, juste pour évoquer une expérience qui est un petit peu plus large avec des revues justement comme les publications mathématiques de Besançon, qui sont vraiment clairement hors SHS. On a à peu près 15% de production hors SHS. Il y a une articulation qui a été faite avec le Centre Mersenne, mais les collègues, il faut quand même être conscient que les collègues scientifiques, enfin matheux, etc. Ils ont leur propre, ils écrivent en LaTeX, ils ont leur propre logique de fonctionnement. Ils sont contents d'être hébergés dans une structure, mais il faut quand même prendre conscience que c'est difficile, hein, c'est délicat. On n'a pas tout à fait les mêmes modes d'appréhension, mais on arrive à discuter. Donc ça c'était le premier point que je voulais dire. On arrive à avoir des éléments d'élargissement. Je crois que ça fait du bien aussi à tout le monde, hein, de travailler avec d'autres, des chimistes ou autres par exemple. Et deuxième point, juste puisque c'est la fin, je voulais quand même évoquer le cas des gens qui sont en poste, mais qui ont été recrutés à un moment où, comme catégorie, comme je disais, catégorie C, catégorie B, qui font, parce que créer un poste, c'est à la limite, c'est très bien, on en a besoin, c'est facile, relativement. Mais essayer de transformer un poste de catégorie C en catégorie B quand on a des fiches de poste dans notre genre avec tout ce qui est intégration, contenu, etc. Là, c'est extrêmement difficile et on se heurte à un certain découragement. Enfin, je le dis quand même. Hein, alors, mais il y a peu de choses, c'est les règles de la fonction publique. Hein, mais juste pour donner un point de comparaison, dans notre UFR SLHS, il y a juste une personne de catégorie A. Donc, il faut vous imaginer la place des autres par rapport à ça. Et il y a, la plupart des actions que mènent les gens qui s'occupent d'édition, ce sont des postes de ce genre. Hein. Et donc, comment arriver à faire en sorte que ça puisse se transformer, ça, c'est tout un enjeu. Hein. Pas que, voilà. Je voulais en parler, mais je sais pas, il n'y a pas de solution hein, à terme, mais c'est un problème RH, mais ça peut créer des frustrations. Jean-Paul, je suis désolée, on va devoir vous interrompre, mais je vous rejoins dans ce constat qui est un constat général dans la fonction publique, pas seulement la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale. La montée en compétence est une clé, mais après, il y a les moyens que chaque établissement peut y dédier et le niveau d'entrée en poste, CNRS, c'est plutôt IE maintenant. Bah oui, c'est parfois un frein sur certains sites, hein, on l'a bien vu. Hein. On vous remercie tous il y a encore des questions, mais est-ce que les modérateurs de ces journées sont d'accord pour qu'on dépasse encore un tout petit peu, puisqu'on a déjà plus que mordillé sur le temps. Oui, en fait, c'était pas tant oui, c'était par rapport à la question de la champignonnière. Je pense que oui, je suis pas complètement d'accord. Je pense que, alors, d'une part, on peut pas sacrifier, par exemple, les revues de STM en disant qu'on n'a pas de moyens. Je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver entre STM et SHS, et je pense qu'effectivement il y a très certainement des pistes de développement autour des revues de STM qui sont importantes. Par ailleurs, y compris en SHS, il y a des besoins de création de revues
en open access. Je pense par exemple, je milite beaucoup pour le développement de revues juridiques en open access. On a quand même des revues juridiques qui sont pratiquement toutes en accès fermé et qui ne quitteront pas des plateformes comme Dalloz ou LexisNexis. Donc il y a des besoins de développement de revues qui sont en accès ouvert avec des problématiques nouvelles autour des questions juridiques. Par ailleurs, il y a de nouvelles problématiques qui naissent, donc on peut pas avoir une vision totalement malthusienne sur la question des revues. Donc il y a des revues qui naissent. Alors les pépinières, et je pense que à peu près toutes les pépinières en France ont une politique quand même d'éviter la création de revues. Mais par contre, quand il y a des véritables problématiques nouvelles qui apparaissent, je pense qu'il vaut mieux que ces problématiques nouvelles soient accompagnées par des pépinières plutôt que naissent dans un coin de site de labo une revue qui ne respecte aucun principe aucun principe faire, qui soit brinque-ballante, etc. Donc je pense que c'est aussi les missions des pépinières d'accompagner des projets, mais par contre, effectivement, il faut avoir des conseils scientifiques solides qui évaluent la pertinence du projet, la pertinence à la fois scientifique et éditoriale du projet, de manière à ce qu'on accompagne ces nouvelles revues autour de nouvelles problématiques. Donc là, il faut trouver un équilibre. Et je pense pas du tout que les pépinières sont des champignonnières. Je pense qu'elles essaient d'accompagner des vrais projets avec pas toujours les moyens qui sont suffisants, mais je pense que c'est important qu'on le fasse. Voilà. Je ne les ai pas décrites comme des champignonnières. J'ai dit que c'était un risque. Du moins, j'espère que ça a été compris comme tel. Les besoins d'accompagnement SHS STM ne sont pas les mêmes. Parfois même on va prendre les termes techniques, CMS ne sont pas les mêmes. L'ODEL plutôt dédié au SHS, au JS traditionnellement, mais c'est pas toujours vrai. Et voilà, et c'est là où toutes les frontières s'effacent. Dédié STM, parfois SHS, notamment en Amérique du Sud. Voilà, notre collègue Roberta le sait très bien. Je dis juste que ce qu'il faut viser, c'est de ne pas emmener tout le monde à l'implosion. Voilà, et que déjà accompagner les SHS avec les moyens à dispo, c'est compliqué. Avec les mêmes moyens, tendre à aller vers les STM, ça me paraît pratiquement impossible. Donc plus de moyens. C'est une bonne conclusion de la part d'Astrid. Donc je crois qu'on va peut-être s'en tenir là. Merci beaucoup à tous les intervenants et les intervenantes.